Bon, donc merci d'être venu à cet échange. Donc je m'appelle Jean-Claude Mamet, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois qu'ici il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Je suis co-animateur avec mon partenaire Jean-Claude Branchereau d'un blog qui s'appelle syndicollectif.fr. J'ai aussi d'autres centres d'intérêt. Donc on remercie Gérard Aschieri qui représente la FSU au Conseil économique, social et environnemental d'être présent comme c'était prévu. Donc il y a une autre voix CGT qui va s'exprimer, Karl Gazi de l'Union départementale CGT de Paris. Et nous avons la présence d'Éric Scherer de l'UNSA Commerce et du syndicat, le CECI, S-E-C-I, il dira peut-être plus précisément ce que c'est. Et on remercie Robert Crémieux du Mouvement national des chômeurs et précaires, qui est ici. Donc cette initiative est un écho, quelque part, à une publication, une table ronde dans une publication qui s'appelle Passerelle, que vous avez ici, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Qu'est-ce que Passerelle Passerelle, dont j'en fais partie aussi avec Jean-Claude et d'autres, c'est un collectif militant qui cherche à construire des ponts, des passerelles, justement, entre réseaux politiques, courants politiques, syndicalistes, associatifs, voire chercheurs, sur tous les sujets d'actualité. Bon, si certains sont intéressés par plus de détails, on peut en donner, notamment sur l'origine. Le prochain numéro de Passerelle, par exemple, sera consacré à la question européenne. Enfin, il y aura un dossier consacré à la question européenne. Bon, voilà, donc on va commencer. Alors là, évidemment, ce sont des échanges totalement libres, réflexion à haute voix. Personne n'est ici pour... je suppose, enfin ceux qui ont envie de l'être le diront, mais je suppose que là c'est une réflexion à haute voix sur des sujets assez brûlants d'actualité sociale, syndicale, associative, c'est Jean-Claude qui va introduire à partir d'une série de questions que nous avions posées sur la table ronde écrite. La première question était une question... qu'on se posait en octobre, donc il faut resituer le contexte, sur le rapport de force devant la difficulté à mobiliser contre les ordonnances, en se posant la question de savoir si la raison principale en était l'échec de la mobilisation contre la loi El Khomri ou un résultat plus ou moins différé de la victoire de Macron à la présidentielle ou toute autre raison. On peut peut-être, au jour d'aujourd'hui, compléter cette question sur le problème des rapports de force en l'éclairant aussi des mobilisations sectorielles qui ont lieu et qui sont plutôt suivies massivement. On pense à la mobilisation du personnel des EHPAD, en plus avec des questions de société derrière, à la question du personnel pénitentiaire, à la mobilisation qui se prépare, on ne sait pas ce qu'elle sera encore dans la fonction publique avec les annonces gouvernementales de suppression de 120 000 postes. Et est-ce qu'il y a une dialectique possible entre ces mobilisations sectorielles et une mobilisation interprofessionnelle qui permettrait de modifier quelque part le rapport de force qui semble très défavorable puisque le gouvernement aligne les contre-réformes sociales. Bon, on a eu les ordonnances, mais on sait que se prépare une réforme sur l'assurance chômage, une réforme sur les retraites, une réforme sur la formation professionnelle, des réformes dans le secteur de l'éducation, etc., etc., etc. Donc voilà, la première question sur laquelle on souhaiterait vous entendre, c'est cette question du rapport de force. Comment vous la voyez? Pourquoi il y a ces difficultés de construction? Est-ce qu'il y a une dialectique entre mobilisation sectorielle et mobilisation interprofessionnelle? J'ai évidemment pas la réponse, mais je veux faire une ou deux réflexions. La première, finalement, je ne l'avais pas écrit dans le texte, mais quand on regarde un peu sur l'histoire, je ne suis pas certain que les mobilisations interprofessionnelles aient toujours été faciles. Et il y a eu à chaque fois des difficultés à passer du sectoriel à l'interprofessionnel. Alors, il y a eu quelques grands moments. Il y a eu 2007, il y a eu
Le CPE. Le CPE, enfin 2006, je disais 2006, il y a eu le CPE, il y avait eu 95, il y a eu 2010, qui a été un moment, mais qui a échoué. Donc ça n'est jamais facile. Et parce que je pense que les salariés, devant la difficulté de faire bouger les choses de manière globale et de transformer les politiques auxquelles ils sont confrontés, ont plus facilement la tentation de dire on va se battre sur un objectif qui est à notre portée si on est tous ensemble dans un secteur professionnel que de se bagarrer de manière interprofessionnelle. Ça me paraît être un élément. Mais au-delà, j'avancerai 3 idées très, très rapidement. Première idée, quel est l'état de la société? Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une société qui a une double caractéristique aujourd'hui en France. C'est une défiance vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel, vertical, etc. Et ça, je pense que ça pèse sur les mobilisations syndicales. Je pourrais développer Et en même temps, quand on regarde de près, les idées néolibérales, l'idéologie néolibérale pénètre de plus en plus la société, de plus en plus admise. Moi, je l'avais écrit, mais je vois par exemple dans le succès du thème de l'assistanat un signe de la pénétration des idées néolibérales. Et donc ça pèse bien évidemment sur les capacités de mobilisation. Surtout si on pense que les grandes organisations ne sont pas démocratiques, on ne peut pas leur faire confiance, et si on pense que finalement on est dans la concurrence entre les individus qui est de plus en plus importante, entre les individus et les secteurs. Le deuxième facteur, c'est bien évidemment, je ne vais pas y insister, c'est l'échec notamment de la mobilisation de 2010. Il faut bien le dire. Même si cette mobilisation de 2010 a donné sans doute la défaite de Sarkozy présidentielle, c'est quand même le souvenir cuisant d'un échec. Et l'expérience récente des salariés n'est pas que les mouvements sociaux, même importants, peuvent aboutir à leur donner satisfaction. Ce qui renvoie à ce que je disais au début sur l'articulation entre sectoriel et interprofessionnel. Et puis, mais ça on en parlera dans une prochaine étape, il y a toute la question de l'unité, qui est un signe par rapport à... qui est selon moi un facteur assez important de mobilisation. Et là, sur la question des ordonnances, il y a eu un éclatement du syndicalisme en plusieurs morceaux. C'est pas 2 morceaux. Je pense que c'est plusieurs morceaux. Et ça aide pas. Voilà. Alors, sur la capacité à mobiliser entre interpro et sectoriel, je pense qu'effectivement aujourd'hui, depuis quand même un certain temps, il est plus facile de démarrer sur du sectoriel que sur de l'interpro. Et sur de l'interpro, ça suppose d'avoir un message ça supposerait d'avoir un message extrêmement clair, extrêmement fort, et surtout d'avoir une volonté d'unité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les réunions interpro au niveau des organisations syndicales, l'unité dure de quelques minutes à quelques jours. Donc forcément, ça n'aide pas à fonctionner. Ça suppose aussi d'avoir des messages assez clairs, puisque finalement, mobiliser des salariés, là je pense essentiellement aux salariés du privé, c'est beaucoup d'énergie. Je veux dire, et dans les secteurs que je couvre, qui sont les secteurs du commerce et des services, l'individualisation étant extrêmement forte, la notion de collectif est assez diffuse finalement, malgré tout. C'est compliqué avec une crainte, une précarisation des postes et des emplois extrêmement forts. Donc voilà, donc d'où la possibilité plus facile, je pense, de mobiliser les gens sur leur propre secteur. C'est aussi malgré tout là où c'est le plus facile d'avoir du résultat, parce que
bien évidemment, soit vous avez un objectif extrêmement fort, et on se bat tous ensemble, et on réussit à atteindre tout ou partie de cet objectif. Dans le sectoriel, c'est quand même un petit peu plus facile. On le voit dans différents mouvements sociaux qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Certains ont pu obtenir en partie sur leur domaine dès que ça s'est élargi. Et malgré tout, pour mobiliser les gens, il est nécessaire d'avoir des chances de succès. Parce que de temps en temps, je suis sûr qu'on est tous convaincus ici qu'il serait nécessaire de se mobiliser, y compris quand on pense qu'on a peu de chances de gagner, mais qu'il faut y aller. Mais là, pour le coup, c'est extrêmement peu vendeur au niveau du grand public. Hein. Il faut, parce qu'il y a deux façons de voir ce que l'on fait. Soit on parle pour se faire plaisir, mais convaincre des gens qui sont déjà convaincus de la nécessité des choses, soit on essaie de convaincre des gens qui, finalement, leur préoccupation quotidienne est centrée sur eux-mêmes et leur sort au quotidien. D'où, aujourd'hui, effectivement, les dernières discussions interprofessionnelles, intersyndicales, pour aller vers l'interpro, ont quand même été tout à fait lamentables. Puisque chacun était divisé avant même de se réunir et de se voir. Voilà. Comme je l'ai dit récemment, je veux dire, pour faire l'union, il faut commencer déjà par voir tout ce qui peut nous rassembler au niveau organisation avant de commencer à faire le décompte de tout ce qui nous divise. Hein. Sinon, ça ne va pas très loin. Voilà. Donc, l'unité me paraît extrêmement importante si on veut avoir des chances d'être dans l'interpro. Voilà. Dans le sectoriel, l'unité peut se faire plus facilement dans le sens où vous allez agir sur un événement, sur une problématique donnée. Donc, cette problématique fait qu'elle a tendance à entraîner. Après, on a pu le voir éventuellement pour les gardiens de prison, l'arrêt du mouvement, là, peut mettre quelques couacs, puisque si on a peu discuté avant de ce qui semblait important d'atteindre, mais qu'on avait simplement mis en avant pourquoi il fallait faire le mouvement, forcément ça... Alors, je pense qu'il est important effectivement de se donner, quand on lance un mouvement, de se donner aussi des objectifs sur là où on veut aller, mais d'une certaine façon aussi, ça peut paraître dur, mais ce qu'on peut négocier. Parce que si c'est tout ou rien, c'est souvent plutôt rien que tout. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, je n'irai pas plus loin sur le sujet. Merci. Vas-y, Carl. D'abord, pour insister sur une chose, c'est que tout le mouvement syndical est confronté à cette question du rapport de force, quel que soit le type de syndicalisme que l'on mène ou que l'on prône, que ce soit le syndicalisme dit d'accompagnement ou le syndicalisme de lutte, voilà, improprement appelé en général réformiste, voilà, mais dans tous les cas, la question du rapport de force se pose. Elle se pose évidemment pour les syndicats de lutte, comme la CGT, puisque la question du rapport de force, elle est en tout cas dans le discours central, mais elle s'est posée également récemment pour la CFDT. La colère de Berger à l'issue du processus de consultation autour des ordonnances, elle est bien le résultat du fait que la CFDT n'a même pas eu le grain à moudre qu'elle estimait être en droit d'attendre en raison du peu de poids dont elle pèse aujourd'hui, malgré sa place de première organisation. Sa place de première organisation aujourd'hui, j'insiste là-dessus, c'est la place du borgne au royaume des aveugles, puisque la CFDT est aussi en échec en termes de syndicalisation. Elle affiche en 2012, dernier chiffre connu, moins de syndiqués qu'en 2002. Elle est devenue première organisation dans le secteur privé à l'issue du cycle électoral, mais en perdant des voix par rapport au cycle précédent. En pourcentage, elle est passée en première position. En nombre d'adhérents, elle stagne, et en nombre de voix dans les entreprises, elle est sur
sur des résultats à peu près étals. Donc toutes les organisations aujourd'hui sont confrontées à ce problème de rapport de force, et c'est un problème dont il faut chercher les causes plutôt que les manifestations. C'est-à-dire qu'effectivement, a pesé en 2017, c'est indéniable, le poids de l'échec de 2016. Mais de la même manière qu'en 2016 a pesé aussi la défaite de 2010 et sans doute aussi le souvenir de l'échec de 2003, puisque par exemple les enseignants qui étaient sortis massivement en 2003 ne sont pas ressortis de la même manière en 2010, etc. Donc évidemment, cette succession de défaites pèse. C'est clair. La question, c'est pourquoi cette succession de défaites, en fait. C'est beaucoup plus que de mesurer le poids relatif de chaque défaite sur la défaite suivante. Je pense que nous sommes confrontés à un problème de fond qui est né au lendemain, en gros, de la grande crise de 1974. C'est avec l'arrivée du chômage de masse, de restructurations massives qui ont fortement perturbé les organisations syndicales et leur mode d'organisation, en particulier dans le secteur privé, dans les secteurs où elles pouvaient peser lors des grandes grèves précédentes sur la production. Elles n'étaient plus en mesure de peser sur la production. Je vais la faire rapide, mais en 1995 déjà, on parlait de grève par procuration. Pourquoi ? Parce que déjà, les organisations syndicales n'étaient plus en mesure de mener partout. Alors bien sûr, la grève interprofessionnelle, ça n'a jamais été facile. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile de la réaliser, mais il y a déjà une prise de conscience, mais une prise de conscience qui n'a pas débouché sur des prises de décision adéquates. En gros, et je ne vais pas anticiper sur la quatrième question, mais on a pensé qu'avec du volontarisme, on pouvait, d'abord la CFDT au début des années 90, puis la CGT au début des années 2000, arriver à resyndiquer massivement, à se renforcer, et que le fait de mettre l'organisation au travail sur ces questions-là suffirait. Aujourd'hui, on ne peut que constater l'échec de ces politiques, en tout cas le fait qu'elles n'ont pas permis de resyndiquer massivement, pour différentes raisons, mais parce qu'il y a une raison de fond qui n'est pas aujourd'hui ni débattue ni résolue, à plus forte raison, c'est que nous sommes passés... les organisations syndicales aujourd'hui, globalement, sont encore des organisations syndicales nées de la seconde révolution industrielle, organisées comme elles le sont en gros depuis une centaine d'années, et selon des modes d'action qui sont des modes d'action qui ne permettent pas aujourd'hui, dans des secteurs qui sont des secteurs en plein développement, de proposer aux salariés des modes d'action efficaces. Je donne un exemple, le secteur que je connais bien, c'est comme Eric, c'est le commerce. Il est impossible aujourd'hui, malgré un nombre de syndiqués consistant chez Monoprix, de mener une grève nationale sur les salaires, à cause, notamment, de l'éclatement des collectifs de travail sur des centaines d'établissements distincts. Il est impossible, dans les grands magasins, de mener une grève bloquante à cause de l'éclatement des collectifs de travail sur des statuts différents. La question de la sous-traitance, elle n'est que vaguement évoquée dans les organisations syndicales. L'éclatement sur des sites géographiques extrêmement nombreux n'est que vaguement évoqué et sans que des solutions concrètes ne soient données. Et au moment où on va syndiquer les gens et qu'ils nous demandent à quoi ça va me servir, on est bien normal parfois de leur répondre. Hormis justement pour résoudre des questions locales, ponctuelles, etc. Et donc tout ça, évidemment, ça pèse aussi cette désertification, en fait, dans des secteurs qui se développent, pèse sur le rapport de force générale et pèse de plus en plus lourdement sur le rapport de force générale et de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase d'accélération aujourd'hui avec, pour être schématique, peut-être le dire à l'âge pour pas être trop long, mais 2016 a été la caricature des mouvements précédents, en gros. On a essayé d'être bloquant à certains endroits, mais de plus en plus réduit et de moins en moins fort. Et en 2017, on n'a même pas été en mesure de rééditer ça, parce que les bastions s'amenuisent, se réduisent. Donc il faut absolument, et ce sera l'objet de
la dernière question, se poser aussi la question de comment le syndicalisme aujourd'hui peut se revitaliser pour avoir des adhérents et pour avoir un rapport de force. Parce que si on ne répond pas à cette question-là, on pourra toujours épiloguer sur les raisons conjoncturelles il s'est passé tel truc, on n'a pas fait telle chose, etc. Mais c'est insuffisant, je pense, pour répondre au problème de fond. Merci. Donc, on a évoqué les questions syndicales, mais Robert représente une association sur la question du chômage, où justement les rapports de force sont très difficiles. À toi, Robert. Eh bien, merci de cette invitation à participer à cet échange, ce dialogue. C'est pas seulement une clause de style, parce qu'en fait, ces dernières années, le mouvement des chômeurs a passé un peu la traversée du désert. Et c'est vrai que les invitations à débattre ou à prendre connaissance de notre point de vue, ne serait-ce que sur le chômage, elles ne sont pas multipliées. Alors je voudrais faire une remarque préliminaire. Je pense que les questions posées, c'est valable pour les 4 questions, on ne va pas les discuter de façon théorique, c'est-à-dire elles sont très contextualisées. La réponse dépend vraiment du contexte dans lequel on est. Sauf que, par exemple, pour la première question, le rapport de force, poser la question de cette façon-là, c'est déjà prendre parti. J'ai eu récemment la surprise d'être auditionné par un parti politique sur les questions du chômage. Et bien entendu, j'ai utilisé cette notion de rapport de force. Parce que personnellement, c'est une notion qui m'est familière et que j'accepte tout à fait. Je me suis aperçu, c'était pas un parti politique de droite, c'était un parti politique dit de gauche. Je me suis aperçu que dire comme ça, affirmer que les questions politiques auxquelles on était confronté, que ce soit sur le chômage, le salariat ou le travail, etc., on ne pouvait pas l'envisager sans le remettre dans un contexte de rapport de force. Et j'ai eu la surprise de voir que ça faisait débat dans l'auditoire. Et même quand il y a eu la discussion après l'intervention des personnes qui exposaient, ça a été très clivé dans les personnes qui parlaient de ça. Donc déjà, rien n'est acquis, je pense, sur ces questions-là. Des fois, on est dans une culture. C'est une culture qui nous est familière depuis des décennies pour beaucoup. La gauche utilise comme ça des formules ou elle fait référence à des situations qui aujourd'hui méritent d'être mises en débat, y compris parce que voilà, c'est la réalité. Il y a une partie de la société qui ne l'accepte pas. Alors la deuxième chose, c'est que quand on parle de rapport de force, de toute façon, si on le rapporte au contexte, le rapport de force, il n'est jamais figé. C'est-à-dire, il peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Il y a le rapport de force aujourd'hui, il y a celui qu'il y avait hier et avant-hier, et qui sans doute à certains moments n'a pas été utilisé suffisamment quand le rapport de force nous était favorable. Et puis, si on prend une question concrète, en tant que mouvement des chômeurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réforme de l'assurance chômage que veut nous imposer Macron. Je dis imposer parce que, alors que ça a été posé sur la table depuis la campagne même des présidentielles, il n'y a pas de débat public. Enfin, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de débat public là-dessus, y compris cette histoire de négociation
qu'a lancé Macron, soi-disant, pour donner la parole aux partenaires sociaux, c'est clair que c'est de l'entre-soi. Qui peut me dire aujourd'hui où ils en sont des négociations, alors que ça a commencé depuis janvier. J'ai rencontré un administrateur pas plus tard qu'hier qui nous a dit que on savait pas tout. Donc il n'y a pas de débat public là-dessus. Donc pour gagner un rapport de force sur un sujet comme l'assurance chômage où il n'y a pas de débat public, c'est difficile. Donc peut-être il faut se poser un certain nombre de questions à ce sujet. Je ne vais pas développer plus longtemps. Je pense qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen d'échanger, parce que sinon on accumule des monologues et finalement le débat il ne progresse pas. Donc je préfère affirmer certaines choses, quitte à ne pas les développer, mais ensuite en répondre et pouvoir dire, argumenter, quoi. Merci. Donc la parole est à ceux qui la demandent. Michel. Oui, justement, sur cette question de rapport de force, précédente réunion de passerelle, on avait abordé la question en dehors du salariat, public ou privé. Il y a deux grands secteurs qui sont intéressés par les trois thèmes qu'on a mis. L'un vient de parler, c'est les privés d'emploi et les chômeurs. Le deuxième, c'est les retraités, qui se considèrent toujours comme liés au monde du travail, qui sont toujours structurés par les confédérations syndicales et sur lesquels on a connu cette année une mobilisation comme on n'avait pas connu depuis les années 70. C'est la première fois qu'il y a eu des manifestations extrêmement massives et avec une évolution du caractère intersyndical extrêmement intéressante, qui a bouleversé les noyaux qui préexistaient. Et qui est lié peut-être au fait qu'avant, les mobilisations des retraités, qui étaient un peu anodines, étaient liées à des questions de revalorisation, de lien avec le pouvoir d'achat, uniquement centrées sur le recalibrage un peu des pensions après des années de travail. Il est maintenant, je crois qu'il se double maintenant, d'une inquiétude très forte sur des attaques sur les bases, aux bases de ce qui fonde le système par répartition des retraites aujourd'hui. Et on l'a senti dans les mobilisations, on le sent dans ce qui remonte des collectifs locaux. C'est la première fois dans cette intersyndicale dite groupe des 9, qui regroupe quand même 6 confédérations syndicales et les 2 plus grosses associations de retraités et de personnes âgées. C'est la première fois qu'on a des collectifs dans chaque département et que ces collectifs font remonter cette inquiétude nouvelle qui se rajoute à l'affaire liée au pouvoir d'achat des retraités, qui est sur la pension, la CSG, tout ça. Et je crois que dans la question unitaire, c'est quelque chose aussi. C'est une intersyndicale qui a bougé depuis 2 ans et qui est en train de montrer que finalement, elle n'est pas un frein dans sa construction, mais elle s'est construite parce que dans les collectifs de base, il y a eu des initiatives unitaires plus larges que le noyau d'origine qui ont amené à déboucher au sommet sur une intersyndicale plus large qu'elle ne l'était au départ. Et sur la question du rapport de force, là par contre on va buter parce que bien entendu les questions qui sont au centre des 2 problèmes, revalorisation, débat, et puis l'attaque contre le système de retraite, c'est un peu comme tu le disais, il y a des dossiers qui sont en préparation, qui sont inquiétants, sur lesquels on sait peu de choses, et sur lesquels les instruments de régulation et de débat vont être un peu difficiles, puisque pour les retraités, la mise en place des nouveaux CDCA collectifs dans lesquels on a l'impression que les retraités vont être dilués un peu plus dans le grand panel des personnes âgées et handicapées, et en disant voilà, ça c'est des gens en dehors du statut, ils ont quitté le travail, mais il n'y a plus une notion vraiment de prise en compte du statut de retraité. On le mélange avec personnes âgées et personnes handicapées pour les mettre dans les mêmes collectifs et finalement diluer les questions qui pourraient être posées. Ok, merci. Jean-Pierre. Oui, ça commence à être évoqué, la diversification des statuts des travailleurs, CDD, c'est auto-entrepreneur, intérim, sous-traitance, e-commerce, etc. Donc ça, c'est une première notion qui éclate, tu l'as un peu évoqué, qui éclate les choses. La deuxième question, c'est bon, évidemment qu'il y aura des conséquences
peut-être pas tout de suite, mais qui a commencé, toute la question de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Donc évidemment, ça change un peu la donne. Et troisième question, ça a été évoqué par Gérard. On est rentré dans une société en réseau. Et de ce point de vue-là, bon, aussi bien dans l'implantation, ce que j'ai dit précédemment, les syndicats n'ont pas su tous, ou peu, syndiquer, organiser ces nouveaux travailleurs, quoi. Parce qu'il fallait changer les formes d'organisation, parce que ça change les formes de lutte, etc. Et la mutation ne s'est pas faite globalement, elle s'est faite ici ou là, mais elle ne s'est pas faite globalement. Deux, sur effectivement l'organisation verticale qu'a évoqué Gérard, on est dans une société en réseau, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont une exigence d'individualisation, d'autonomie personnelle, etc. Et les structures syndicales, bon, là où elles ne sont pas bureaucratisées, c'est un peu compliqué. Bon, il y a un autre élément qui, moi, me paraît important aussi, c'est que le capitalisme international est devenu ultra-financier et déterritorialisé. Et en bonne partie informatisé. Quand en une nanoseconde, on peut vendre une entreprise sans que personne s'en rende compte, évidemment, ça change complètement la donne. Avant, c'était pas plus simple. Si, quelque part, c'était plus simple. Les mecs, ils habitaient autour de l'usine elle était là, le patron, c'était vraiment le patron, on le séquestrait une semaine, et on arrivait à obtenir quelque chose. Là, maintenant, tu occupes ton usine, le fonds de pension qui a l'usine ou qui l'a vendu à un autre, il est à l'autre bout du monde, et qui sait comment on pèse sur lui. Ça suppose toute une autre réflexion sur les formes de lutte. Y compris, ça suppose, à mon avis, des alliances entre les syndicats, les ONG, évidemment, ça pose la question internationale des syndicats, etc. Enfin, ça nous oblige à renouveler pas mal de choses. Dernière chose, pour ne pas être trop long, je viens de lire un bouquin qui a eu une interview dans Politis, qui s'appelle « Le temps des investis », d'un philosophe qui s'appelle Feher, que je ne connaissais pas. Et donc, lui, il explique un peu ça. Il explique justement qu'avec le capitalisme ultra-financier déterritorialisé, ça nous conduit forcément à inventer de nouvelles formes de lutte. Les nouvelles formes de lutte, c'est aussi le boycott de produits. Il faut arriver à trouver, par exemple, comme tu disais dans le commerce, la question du lien entre les consommateurs et les salariés devient une question essentielle. En plus, ça renvoie au fait que la question écologique, la question de la santé, etc., devient un peu centrale. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Moi, ça me conduit à une dernière réflexion, je m'arrêterai là. Moi, je suis un vieux, comme quelques-uns ici. J'ai connu des expériences de revues transsyndicales, résistées ou collectives. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, pas refaire la même chose, mais dans un cadre informel, parce que les rencontres officielles, là, on peut débattre parce que c'est pas une rencontre officielle entre organisations. Si on fait une rencontre officielle organisation, comme a dit Copain, ça dure de 3 minutes à 3 jours. Qu'on est dans un cadre informel, qu'on ait des vrais débats de fond pour reconstruire des choses, quoi. Et puis interpellé par le féminisme, l'altermondialisme, l'écologie, la démocratie directe, etc. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que d'une certaine façon, le rapport de force, on peut très difficilement l'obtenir parce que les gens sont apathiques. Donc j'entends ça très très souvent, de syndicalistes d'ailleurs, individualisme, apathisme, etc. Or, c'est contredit, effectivement, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, Gérard et d'autres, c'est contredit par toutes les luttes qu'il y a en cours, lutte sectorielle par contre. Bon, hier, on était ensemble, on a une initiative dans le Val-de-Marne, métropolisation, département. Il y a 2-3 jours, on m'avait dit, on devrait dépasser un peu la centaine. On était entre 300 et 350. Et c'est pas un hasard, je veux dire. Donc, il y a des luttes partout. Donc, dire les gens sont apathiques, ils comprennent pas. On m'a dit ça sur les retraites. Alors, ils vont voir quand ils verront leur chèque. Les retraités avaient vu bien avant les chèques. Tout le monde avait compris. Donc, je veux dire, il y a cet aspect-là. Les mobilisations nationales, effectivement, c'est pas facile. Gérard l'a rappelé, je partage totalement. Parce qu'il faut être déjà d'accord. Être d'accord contre quelque chose ou pour quelque chose. Et c'est pas la même chose. Pierre doit se rappeler, quand on a commencé le collectif sur la loi El Khomri, est-ce qu'on était contre et pour le retrait? Est-ce qu'on était pour le code du travail du XXIe siècle? Est-ce que c'était les deux? On a même chipoté sur la calligraphie, etc. Et ça a duré des mois. Donc déjà, difficulté, dirons-nous. En supposant qu'on soit d'accord, il faut être ensuite d'accord sur la stratégie de lutte. Par exemple, il y a eu 14 manifs El Khomri, 4 sur les ordonnances. Est-ce qu'il fallait en faire une ou deux de plus? Il y avait des camarades qui étaient pour, il y en avait qui disaient il faut peut-être s'arrêter un moment. Stratégie de lutte. Et ensuite,
Encore faut-il que ceux à qui on s'adresse, les salariés, ils soient convaincus qu'on peut gagner. Alors là, effectivement, on pèse de tout le passif, etc., sur les mobilisations nationales. Donc il y a des conditions, effectivement, plus difficiles à obtenir. Alors maintenant, effectivement, là, en ce moment, peut-être une transition, tu en parlais, il y a des enjeux majeurs. On a parlé du chômage. Derrière le chômage, il y a exactement la même chose sur l'ensemble de la sécurité sociale. On est en train de passer de la notion de droit à la notion d'assistance, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur la retraite, que ce soit sur la santé, sur absolument tout. Est-ce qu'on a des droits ou est-ce qu'on va être des assistés avec un pécule minimum pour peut-être pas trop crever de faim? Et on est sur des enjeux majeurs. La réforme CAP 22, etc. Donc il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui méritent réflexion, parce qu'on est dans un changement de société. Et je termine là-dessus. Édouard Philippe, quand il a présenté sa réforme CAP 22, Programme d'action publique 2022, premier paragraphe, quel modèle de société voulons-nous? On est sur ces enjeux-là. Donc on est effectivement sur des enjeux lourds face à des gens qui effectivement disent si je commence à reculer, c'est terminé, donc je ne reculerai pas. Donc on est sur des enjeux très lourds. Ok. Si Émile, là. Oui, pour aller un peu dans le même sens, moi je pense que les organisations existantes, et puis peut-être aussi plein de militants, on est capable de dire ici, là, Gérard l'a dit, il y a le triomphe de l'idéologie néolibérale, mais je pense qu'on ne va pas jusqu'au bout de la compréhension des effets réels dans la société, l'éclatement, la destruction de ce qui fait du collectif, sécurité sociale, etc., et que nos réponses sont des réponses de réactionnaires. Alors je m'entends, je vais dire ça. L'initiative de l'action, depuis des années, elle appartient au patronat et au gouvernement. Réforme des retraites de Fillon, réforme des retraites de ceci, réforme de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit non à la réforme, ou non à la contre-réforme, parce que dans nos têtes de syndicalistes, la réforme a quelque chose de positif. Mais on s'est situé en réaction à l'initiative. Et on était prisonnier de l'initiative. Et comment veut-on créer, je me mets dans le toit, évidemment, comment veut-on créer un rapport de force à partir de ce genre de choses? Contre les lois El Khomri, qu'est-ce qu'on a donné l'impression? On a donné l'impression qu'on défendait le Code du travail tel qu'il existait. Enfin, plus ou moins, je raccourcis, hein, d'accord. Bon. Mais on n'a jamais, ou tout moins d'une manière visible, globale, collective, avancé l'idée de ce que ça serait pour nous un Code du travail. Alors, il y a eu des choses qui ont été évoquées, hein, je fais vite. Mais pour parler aux salariés, aux jeunes, aux non-salariés, aux précaires, aux Uber, aux retraités, à tout cet éclatement-là, si nos organisations, elles n'ont pas un discours, donc une façon de voir qui oppose à ce qui se passe autre chose, on sera toujours dans la panique. Sur l'affaire du chômage, je comprends ce qui se passe. On essaye de faire des choses, etc. Ça marche plus ou moins bien. Mais globalement, nos dirigeants, nos organisations, elles attendent d'avoir les textes. Or, on sait globalement ce qui va se passer. On ne le sait pas dans le détail, mais on sait ce que ça veut dire l'universalisation à la Macron. C'est l'inverse de l'universel de la sécurité sociale. Pourquoi on n'attaque pas comme ça? Et je crois que je pense que collectivement, on a le vrai problème, il est là. Et le deuxième, et je finirai là-dessus, ça va de pair, c'est au niveau organisationnel. J'ai rien contre, j'ai 45 ans de militantisme syndical dans deux branches différentes, la chimie dans un premier temps, la fonction publique territoriale dans un deuxième temps, les fédérations professionnelles sont vitales, indispensables, etc. Mais j'appartiens à la CGT qui s'est bâtie sur deux pieds. Et l'Interpro,
pas au sens de la grève qui va arriver, mais l'interpro au quotidien, l'union locale, ça représente. Comment on a plein de gens qui sont éclatés, dispersés. On a un rôle local à agir pour faire un contre-pouvoir à l'isolement, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a, pour le coup, comme ça s'appelle, une certaine révolution intellectuelle à faire dans nos cerveaux de vieux militants. Voilà. Benoît. Oui, pour la CGT de Paris. Donc, moi, je crois que ce qui pèse aussi dans l'élaboration du rapport de force, hein, c'est les phénomènes d'alternance politique qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à une grande continuité des politiques menées. Lorsque, par exemple, un paquet de directives européennes sur la libéralisation du rail arrive en France, que ce soit la droite ou la gauche avec des guillemets, ou la synthèse de la gauche et de la droite en ce moment avec Macron, si vous me permettez l'expression, les directives s'appliquent. Et voilà, il y a une espèce de fatalité aussi par rapport à des phénomènes qui semblent extérieurs, même si tout ça procède de choix capitalistes, c'est pas nouveau, mais la façon dont ça arrive fabrique aussi une forme de résignation. Alors, il y a pas mal de luttes sectorielles, et en ce moment, toutes les luttes sectorielles renvoient à des phénomènes de société. Ça a été dit pour effectivement les EHPAD, c'est également le cas pour les prisons, parce que, alors l'UNSA, FO, CGT, on a parlé beaucoup de cette intersyndicale. Voilà, il y avait un point commun sur les salaires, les effectifs, les conditions de travail. Et puis derrière, il y a quelle politique pénale aussi. Et donc, par exemple, la CGT, on s'est exprimé sur notre conception de la politique pénale. Et punir et protéger la société, c'est pas forcément incarcérer. Et si on est incarcéré, on ne doit pas être puni par des mauvaises conditions d'incarcération, etc. C'est-à-dire que là, les syndicats ne disent pas tous la même chose sur ces questions-là, mais on soulève des questions de société au travers de luttes sectorielles. L'éducation, c'est pareil, quand même, c'est assez fort ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose qui semble émerger au niveau des lycées et de l'université, aussi bien chez les étudiants que les enseignants. Et là aussi, ça renvoie à des questions de sélection. Donc voilà, c'est quand même ça permet de soulever quand même des débats, même si on nous empêche, ça a été dit tout à l'heure, il y a des débats publics empêchés, mais ils peuvent quand même avoir lieu par différentes manières. On va peut-être y revenir. La question du féminisme a pas mal pesé depuis plusieurs mois. Je crois que la lutte contre les violences faites aux femmes a mis pas mal de monde sur le devant de la scène, à dire ça suffit, moi aussi j'ai vécu des choses, on s'organise et on ne veut plus laisser faire, même s'il y a une réaction évidemment qui surgit derrière cette action, c'est pas étonnant. La question, la loi en ce moment, le projet de loi qui est à l'étude en ce moment sur migration, droit d'asile, etc., c'est aussi quelque chose qui va générer des luttes. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais vous avez peut-être des infos, mais enfin, aussi bien par le monde syndical que le monde associatif, il y a des luttes qui ont lieu ou qui se préparent. Et là aussi, ça fait réfléchir sur, là aussi, une question des frontières, des titres de séjour, de pourquoi les gens migrent, etc. Il y a tout un tas de sujets extrêmement intéressants qui sont soulevés par ça. Je voudrais venir un petit peu sur le préfixe « co ». « Co » comme... alors ça peut être comme la commune de Paris ou communiste, mais ça peut être aussi la cohabitation... Non, pardon, la colocation, je veux dire, la colocation, le covoiturage. Il y a pas mal de jeunes qui sont co quelque chose par rapport à ce qu'on disait sur l'individualisme. Il y a du co dans l'air malgré tout. Il y a du co, il y a des... Voilà, on va rentrer dans un groupe de discussion, on va partager des choses, on va faire du réseau social, on va faire de... Donc... Même nos amis qui livrent de la nourriture en vélo, qui sont mis en relation avec un restaurant, un client par l'intermédiaire d'une plateforme, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, ces travailleurs soi-disant indépendants. Et ils se sont rencontrés quand même, parce qu'ils ont créé un Facebook, et puis voilà, du coup maintenant ils s'organisent, maintenant ils se voient physiquement, et ceux qui étaient faits pour ne pas se rencontrer se rencontrent. Il y a quand même ça revient au galop quand même, le collectif, même quand nos adversaires font tout pour que ça n'arrive pas. Donc il y a de l'espoir quand même. Voilà.
Et puis un autre préfixe, le préfixe inter, inter comme interprofessionnel, puis international aussi. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, sur les hôpitaux, on va avoir aussi bien une lutte pour conserver l'hôtel-Dieu, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel, y compris dans le nom hôtel-Dieu, ça remonte à des siècles, voilà. Et puis en même temps, il y a des batailles dans un groupe comme Corian, qui est une des trois multinationales de la santé privée, qui en France concentre à peu près 60% des hôpitaux privés, Corian. Donc se battre contre Martin Hirsch et la PHP, voilà, et puis se battre contre Corian, tout ça dans une même profession, déjà c'est pas évident, c'est déjà de l'interpro dans la profession, c'est des traditions tellement différentes, et puis des décideurs tellement différents, mais c'est extrêmement intéressant, donc il faut cultiver le préfixe inter également. Et puis je crois qu'on est dans une mue, sur les formes traditionnelles de mobilisation qu'il faut conserver pour la plupart, mais il va falloir aussi les conjuguer avec d'autres. On est dans une période de mue qui fragilise, mais qui devrait déboucher sur du positif. Merci. Oui, on faisait tout le temps là, sur le rapport de force. Je me disais qu'il y avait peut-être une notion qu'on avait un peu oubliée, me semble-t-il. C'est quand même la question du pouvoir en face, parce que je trouve qu'on minimise un petit peu trop la force contre laquelle il faut combattre en face, puisque dans le rapport de force, il y a aussi cet ennemi et il faut pas le sous-estimer. Moi, j'ai l'impression aussi que la hauteur de la marche à atteindre, elle y est pour beaucoup dans ce rapport de force et qu'elle peut aussi démobiliser avant même de commencer à se mettre dans la lutte. On a affaire quand même depuis Sarkozy, je trouve, et dans les gouvernements successifs, à des gouvernements qui sont extrêmement autoritaires et qui font part d'une brutalité quand même à l'encontre de tout mouvement social et de toute mobilisation, comme on n'avait pas eu jusqu'à présent. Donc ça fait quand même quelques années que ça s'enchaîne, et même les luttes sectorielles qui ont lieu, et qui sont nombreuses, vous avez raison, elles ne sont pas toutes gagnantes, et puis elles sont quelquefois écrasées quand même sous le pouvoir dominant. On a un pouvoir qui est donc extrêmement autoritaire, extrêmement brutal. Alors, je pense notamment aux violences policières qui ont pu avoir lieu dans toute la séquence de mobilisation en 2016 et en 2017. Donc ça, c'est pas rien quand même. Je pense que ça joue aussi sur le rapport de force. Et puis, on a des pouvoirs qui sont antidémocratiques, qui usent du déni de démocratie de manière permanente. On l'a vu avec l'application du TCE, alors que la mobilisation populaire avait porté le nom de manière exceptionnelle. On l'a vu évidemment avec le 49.3, l'usage du 49.3. Enfin, on a tous ces usages-là antidémocratiques, et donc qui font preuve, qui montrent la violence du néolibéralisme vraiment dans toute sa splendeur, cet autoritarisme qui aussi peut contribuer à ruiner le rapport de force. Donc je pense, bon évidemment c'était juste pour apporter aussi quelque chose, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, je pense que ça c'est un élément aussi qui peut expliquer qu'un certain nombre de nos collègues ont du mal à se mobiliser. Pour reprendre par contre l'idée qu'il faudrait aussi porter un nouveau projet de société et qu'il faudrait être plus dans la proposition, dans l'offensive, que dans la réaction, et pour reprendre aussi l'idée du et donc d'autres formes de mobilisation, je pense aussi quand même il faut penser, il ne faut pas écarter de nouvelles formes de mobilisation qui ont été gagnantes ces derniers temps. Alors, je pense par exemple à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même une mobilisation qui est gagnante. Alors, bon, qu'il faudrait analyser, c'est plus compliqué que la seule ZAD, mais il n'empêche que c'est quand même une lutte gagnante. Je pense aussi, en effet, aux luttes féministes, qui sont des luttes pas du tout traditionnelles, mais qui ont vraiment créé un rapport de force. Alors après, il y a les Nuits debout aussi, qui sont une expérience assez intéressante, qu'il ne faudrait pas passer avec perte et profit, parce que là, il y avait vraiment la volonté de reprendre la main sur la société, sur des questions fondamentales, en tout cas sociétales, sur la démocratie, etc. Donc peut-être qu'il faudrait se pencher aussi sur ces expériences-là, qui sont des expériences de rapport de force gagnant, et en tout cas de rapport de force, positif, qui donne à espérer. Voilà. Michel, je suis d'accord sur ce que je veux dire, il faut notamment prendre en compte ce qu'il y a en face. Je suis d'accord que c'est pour beaucoup dans la démobilisation, mais je crois que ça ne suffit pas. Je crois qu'on est sur une pente
et c'est ce qu'a dit Aschieri et Karl au départ, c'est qu'il faut à mon avis, il faut quand même qu'on arrive à serrer les raisons de la perte du rapport de force, parce que c'est ça en fait qui est en train de se produire. Alors la désyndicalisation ne suffit pas à expliquer, c'est-à-dire qu'en fait une des raisons, me semble-t-il, des réussites des grèves lorsqu'elles réussissent, c'est que la confiance en fait des personnes dans les syndiqués, dans les correspondants locaux, dans ceux qui viennent et qui servent de contact vis-à-vis de ces salariés. Moi, je suis plutôt dans le public, donc je bosse normalement aux impôts. Et la grande grève qu'on avait réussi en 2000, en bloquant énormément de centres, avec du personnel en grève souvent à 80-90%, s'est obtenu sur deux choses. C'est un des correspondants locaux, en effet, qui arrivait à pallier à ce que tu dis, qui a une véritable plaie, c'est-à-dire l'éclatement des sites, le fait que tu aies parfois des statuts différents, donc des objectifs différents, des intérêts différents, mais donc on a eu la chance qu'à cette époque encore, il y avait quasiment un correspondant par service au niveau national, mais aussi ce que je voulais dire, c'est qu'aucune grève n'est gagnée uniquement sur des enjeux en fait sectoriels, la réalité des choses. Alors on peut gagner dans une entreprise quand on a un copain qui est licencié, etc., sur les conditions du licenciement. On peut gagner sur la réintégration d'un CDD, c'est le cas dans les lycées aujourd'hui, où il y a des vraies mobilisations du corps enseignant, des collègues en CUI, etc., et qui obtiennent des choses matérielles, mais qui restent, j'allais dire, qui ne remettent pas en cause, en aucune manière, ni le rapport de production, ni la politique établie, ni la direction de la politique qui est suivie, qui est une politique d'austérité, et une restriction des droits et donc il y a des choses, je pense, qui relèvent évidemment des syndicats eux-mêmes, c'est-à-dire l'implantation sur les lieux de travail, répondre justement à l'éclatement du site, aux différentes conditions, c'est une chose, et c'est une des explications de la difficulté de mettre en place le rapport de force. Parce que là où il y a eu blocage, y compris dans les grèves récentes, c'est des endroits de toute façon où il y avait des syndicalistes en place au niveau local et qui avaient une aura qui permettait de toute façon cette mobilisation. Donc moi je suis pour qu'on voit évidemment, comme tu l'as dit aussi, des choses qui ont marché, mais ceci dit, il ne faut pas non plus rêver. C'est-à-dire qu'on prend Notre-Dame-des-Landes, je ne pense pas que ça attire beaucoup de salariés aujourd'hui d'imiter le rapport de force énorme qu'il a fallu mettre en place, y compris physique, pour réussir à obtenir cela. Donc les salariés, si on leur demande ça, ils ne le feront pas, on le sait, et dans le public et dans le privé. On n'en est pas là, on n'est pas en train de faire justement des ZAD dans les entreprises. Et un des problèmes que l'on a, c'est comme on perd en nombre de syndiqués, c'est toi, je ne sais plus qui a parlé de l'Hôtel-Dieu, c'est toi, etc. Mais enfin, quand on voit la lutte sur l'Hôtel-Dieu et à la PHP, la réalité, je le dis ici parce qu'on est en petit comité, mais la réalité, c'est lorsqu'on est sur des grèves et des manifestations tous les 15 jours, sincèrement, à 15, à 20, à 50, la réalité, c'est qu'on est obligé de le faire avec des mots d'ordre assez durs pour mobiliser les syndiqués et ceux qui veulent être dans la lutte, pour garder la flamme éveillée, pour quand même entretenir le rapport de force que l'on doit entretenir pour négocier des choses avec la direction. Mais en réalité, on se détache des salariés. Lorsqu'on a fait les occupations de l'Hôtel-Dieu, qu'on était là-dedans, les discours que l'on prononçait, les gens qui restaient, c'était les gens du collectif, c'était nos copains politiques qui étaient là, mais les salariés, ils se barraient, parce que ce qu'ils voulaient, c'était sauvegarder leur service. C'est tout, ils voulaient savoir ce que demain sera fait, donc ils demandaient leur mutation après, etc., lorsqu'ils voyaient qu'il n'y avait pas d'alternative possible. Donc je pense qu'il faut qu'on soit, comment dire, et j'en arrive justement dans une des pistes, je pense, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du territoire nationalement, c'est qu'à plein d'endroits, en tout cas pour ce qui concerne, je vais dire, les luttes que j'aide, c'est-à-dire sur les services publics, etc., il y a eu des victoires locales importantes qui sont obtenues justement par des collectifs lorsqu'il y a les syndiqués, donc le personnel, les usagers et les élus. Lorsqu'on arrive à faire ça, c'est un palliatif. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Karl, c'est-à-dire que le cœur, ça doit être l'implantation dans les entreprises, etc. Mais si on arrive à mobiliser sur des luttes la population en tant que telle, des élus aussi sur lesquels on peut s'appuyer, on arrive à instaurer un rapport de force. Un des grands problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a une dichotomie pour beaucoup de syndicats dans leur tête, entre ces collectifs et leur rôle de syndicalisme. C'est-à-dire qu'on les considère plus comme concurrentiels que comme complémentaires. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à articuler ces deux étapes. Et le dernier point, je pense quand même
Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut une vision globale et alternative de la société, et ça rejoint justement tout le questionnement sur il faut positiver les choses, etc., etc. Mais je pense qu'il y a un rôle à jouer, alors je ne sais pas comment le jouer, etc., mais je pense qu'il faut un lien entre les politiques, les syndicats, les associatifs, pour qu'on arrive à définir un nouveau projet de société, parce que sans cette aspiration-là, je crains qu'on n'arrive pas à avoir un rapport de force suffisant, c'est-à-dire que pour mobiliser les personnes, il faut cette aspiration-là, parce que lorsqu'on dit, par exemple, sur le Code du travail, on était contre le Code du travail, oui, est-ce qu'on était pour un nouveau Code du travail du XXIe siècle, je ne sais trop quoi, c'est pas la question. La réalité, c'est quelle société on veut qui prouve que la concurrence libre et non faussée n'est pas l'alpha et l'oméga de l'horizon que l'on souhaite pour nos enfants et pour notre pays. Si les gens n'ont pas cela comme revendication, on peut faire ce que l'on veut, ils ne vont pas se mobiliser pour sauvegarder un code du travail qui est considéré comme une entrave à la libre concurrence qui peut permettre à tout le monde d'avoir un emploi. C'est ce que vend Macron. Je ne dis pas que les gens y adhèrent, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre discours construit d'une société alternative qui est porté, et qui est porté largement. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Asqueri, et à mon avis, il faut vraiment que ça soit une donnée, et je sais que tout le monde n'est pas convaincu là-dessus, mais l'unité, c'est ce qui permet en effet la mobilisation, c'est ce qui a permis sur les retraites. Le fait de voir Thibault et Chérec côte à côte, ça peut amuser certains. La réalité des gens que je connais, de ma propre famille, de mon propre entourage, qui ne sont pas réellement syndiqués ou qui ont leur carte, pour dire vraiment les choses, à la CGT, mais voilà, qui ne font jamais grève, etc., ont fait grève le jour où ils ont vu Chérec à côté de Thibault, et je le dis comme cela, alors qu'ils sont à la CGT. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ah bah s'ils se bougent, c'est que vraiment il y a un problème, et tout le monde, sachant que c'est deux sortes de syndicalisme différents, cette unité-là, même si en partie ça peut être de l'affichage, permet en effet d'envoyer un message que là on est en train de toucher au cœur d'une donnée fondamentale. Donc voilà, donc c'est pour dire que je pense qu'il y a trois plans, l'unité, la vision de société à travailler, et voir si on peut rendre compatible la vision des collectifs et des organisations syndicales, et voilà, et mettre cela en osmose. Quelques remarques. D'abord, je pense qu'il faut revoir l'image que l'on donne de nous globalement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de structures qui sont des acteurs, des acteurs de la vie sociale et politique. Bon, il y a les associations, il y a les organisations syndicales, il y a les partis politiques, il y a les élus. Et je pense que, un point important, je le cite simplement parce qu'effectivement on y reviendra, c'est la question de l'unité. Mais au-delà de l'unité, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il faudrait, c'est dépasser ce qui est perçu comme des intérêts d'organisation et des logiques d'appareil. C'est l'image qui est peut-être à revoir. Deuxième point, c'est de pas s'attaquer entre nous. C'est-à-dire ces différentes structures que je viens de citer, et qu'il n'y ait pas de méfiance a priori. Je crois que ça aussi c'est important. Et troisième point qui est important, c'est de mettre en avant tout ce qui est en commun. Et je pense qu'on a tous, où on est, beaucoup de choses en commun. Comme ça a été dit, face à ce recul idéologique qui est basé sur les mensonges et le mépris des gouvernements successifs, on a eu, et puis à chaque fois crescendo, Sarkozy, Hollande, Macron, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de relier à la fois d'un côté l'explication, la pédagogie et l'action. Parler plus global, c'est-à-dire de mettre en avant le type de société que l'on veut, et redonner un objectif, de redonner aux salariés, aux citoyens, de redonner un objectif, un idéal, une perspective, et ça, effectivement, ça peut se faire que ensemble.
est-ce qu'on n'a pas besoin, par rapport au rouleau compresseur du néolibéralisme, d'avoir des propositions positives? C'est-à-dire de vouloir mobiliser les salariés. Bon, il y a plusieurs vont essayer de... Bon, en gros, moi, ce qui me frappe là, dans la séquence qui vient d'avoir lieu, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Je ne parle pas du résultat. Mais il y a quand même eu 2 revendications mises en avant chez les salariés allemands, qui étaient l'augmentation des salaires de 4,5% et la réduction massive du temps de travail. Bon, est-ce qu'on n'a pas travaillé ça, du point de vue du mouvement syndical, aujourd'hui, dire, bon, il y a peut-être moyen aujourd'hui d'obtenir 200 € pour tous et d'aller aux 32 heures, quoi. Hein, plus des services publics sur les territoires où ils disparaissent. Bon, est-ce qu'il n'y a pas besoin de creuser ça? Et ça pourrait commencer à être des éléments de ce que les uns et les autres appellent une autre société. Hein, parce que sinon, effectivement, on est toujours sur des questions sur la défensive, etc. Et donc, il y a ce que les uns et les autres ont dit, les effets cumulés des défaites, la situation politique, la division, etc. Voilà, donc les contre-propositions ou des propositions positives sur le terrain directement revendicatif. Donc Gérard, Karl, je réponds oui, évidemment, mais je pense qu'il faut aller plus loin. D'abord, les contre-propositions, ça renvoie à la question suivante, elles auront de la valeur si elles peuvent être unitaires. Et je pense qu'elles peuvent être unitaires. Deuxièmement, je pense que le mouvement syndical, mais aussi toutes les forces progressives, devraient faire un travail de prospective, qu'en face ils font. Qu'est-ce qui est en train de devenir le travail aujourd'hui avec le numérique, etc. Qu'est-ce que ça signifie, enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Macron l'a parfaitement analysé. Et quand vous regardez tout ce qu'il propose, c'est cohérent pour pousser pour prendre en compte ça et le pousser dans le sens d'une société libérale, enfin du néolibéralisme, et casser les collectifs, casser les garanties collectives, mais aussi les formes d'organisation collective. Ils veulent la peau des syndicats. Oui, ils le veulent parce qu'ils pensent que c'est plus du tout adapté au travail, au monde tel qu'il va. Si nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne fait pas ce travail de prospective pour se poser la question qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut, nous, mettre en avant, voilà, on sera mal. Et ça, je redirai après, ça pourrait être un sujet de travail unitaire. Voilà. Karl. Oui. Je suis complètement d'accord avec ce que je viens de dire. Mais je voudrais. Alors, je suis un petit peu binaire, je suis désolé, mais j'aime toujours, moi, mettre les causes avant les effets. Je ne pense pas que nous ayons vraiment manqué de propositions alternatives selon ces dernières années. La question, c'est pourquoi on n'arrive pas, par exemple, sur la question de la sécurité sociale professionnelle, pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin? Pourquoi on n'arrive pas à populariser? Pourquoi, en Allemagne, il vient de se passer ce qui s'est passé sur la question des 28 heures et des 6%. Hein, c'était la revendication, c'est 6%, ils ont obtenu 4,5%. Ils ont obtenu, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont le rapport de force. Enfin, oui, mais il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ils ont obtenu 28 heures, donc on pense que c'est... Oui, d'accord, mais enfin, ils ont réussi à déclencher des mouvements de grève tels que... voilà, je ne pense pas qu'une idée puisse prospérer. Je ne crois pas qu'une idée puisse prospérer hors du temps, hors des rapports de force. Et donc cette question du rapport de force, et c'est bien de l'avoir mise en premier, elle est quand même essentielle et centrale. Et on ne peut pas... vous me dites si je parle trop fort. On ne peut pas... Il n'y a pas de raccourci à cette question. Et donc dire il nous faut des contre-propositions, etc., mais... Enfin, elles valent ce qu'elles valent, elles ne sont pas unitaires, elles sont difficiles d'ailleurs à unifier, etc., même si certaines peuvent l'être. Mais le problème, le premier des problèmes, c'est d'avoir le rapport de force et d'avoir aussi l'outil pour les populariser. On ne peut pas aujourd'hui populariser l'idée des 32 heures dans les entreprises si on est absent des entreprises. Or, la réalité, c'est qu'on en est absent. Et si on ne résout pas cette question-là, on ne résoudra pas les autres questions derrière. On ne peut pas revitaliser
Parce que il y a un autre problème aussi, c'est que cette question des 32 heures aujourd'hui, alors en France, elle vient dans un tout autre contexte que l'Allemagne. Il y a eu l'expérience amère des 35 heures qui est restée amère dans beaucoup d'endroits. Dans le commerce, il ne faut pas revenir parler aux salariés des 35 heures. Hein. C'est l'annualisation du temps de travail, c'est le blocage des salaires, etc. etc. Hein. On n'est pas pour la remise en question, bien sûr, 35 heures. Mais il y a eu tout un tas de reculs importants. Donc aujourd'hui, c'est une question qui vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas, la question de la réduction du temps de travail. Et pour qu'elle vienne d'en bas, il faudrait que les syndicats soient présents dans les tôles. Et ils ne sont plus présents dans beaucoup de tôles, ou très peu. Et ils sont absolument absents de toutes les formes nouvelles d'exploitation. Donc ces questions-là, on ne peut pas passer outre. Je voudrais juste aussi qu'on ne se pose pas les mauvais problèmes. Parce que c'est vrai que les idées libérales pénètrent, forcément. Le libéralisme est en position de force, et les idées pénètrent. Néanmoins, sur la loi El Khomri, il y a eu quand même jusqu'au bout 70% des gens qui étaient opposés à la loi El Khomri. Ça n'a pas suffi à construire le rapport de force. Sur les ordonnances également, entre le moment où elles ont été en concertation au mois d'août et le début du mois d'octobre, il y a eu un bond, une très nette majorité des gens, se disaient dans les sondages, opposés aux ordonnances. Donc il y a sans doute une pénétration des idées libérales, etc., mais elle n'est pas telle qu'elle empêche aujourd'hui toute réaction. Ce qui empêche aujourd'hui une réaction, dans les entreprises en tout cas, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour l'instant, c'est la question de la présence réelle des organisations syndicales auprès du salariat tel qu'il est organisé aujourd'hui, et pour lui proposer également des formes d'action adaptées au salariat tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire une grève de masse bloquante n'est pas aujourd'hui le mode d'action qu'il faut proposer, par exemple, à des agents de sécurité qui sont disséminés sur des sites extrêmement nombreux et divers. Ça ne marchera pas. Hein. Ils peuvent tous se mettre en grève, ça ne changera absolument rien. Et ça, on n'a rien à proposer aujourd'hui de construire. Et juste, je termine là-dessus pour ne pas être trop long. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il est vain de chercher des réponses simples à ces questions-là. C'est du travail de dentelle qu'il faut faire. En fonction des professions, en fonction des entreprises. Les Allemands tentent des expériences là-dessus, comme chez Amazon, par exemple, où ils ont mis des gars. Leur boulot, c'est d'apprendre ce que c'est Amazon, comment ça marche, et d'aider les salariés d'Amazon à construire. Il faut qu'on fasse aussi des choses de ce type aujourd'hui, si on veut adapter le syndicalisme au travail tel qu'il est aujourd'hui. Robert ou Eric, vous avez quelque chose à rajouter ? Effectivement, pour rebondir, le progrès social et stopper éventuellement des dérives est aujourd'hui et depuis très très longtemps phénomène de rapport de force. Je pense même effectivement que ça n'a jamais été autrement, plus ou moins en douceur, mais sur des phénomènes de rapport de force. C'est d'autant plus vrai, je pense, aujourd'hui qu'effectivement, enfin, on utilise un terme qui est néolibéral, etc. Enfin, le libéralisme, je ne sais pas s'il est néo ou pas, le libéralisme, est en marche depuis très très longtemps. Je veux dire, c'est quelque chose qui a infusé gentiment depuis très très longtemps, mis en œuvre par des dizaines de personnes, quand toute la journée, vous avez des économistes, puis maintenant des journalistes, puis y compris des syndicalistes éventuellement ou des hommes politiques qui reprennent plus ou moins des thématiques libérales. Ça semble être une évidence, voilà, avec une difficulté qui est de se faire entendre sur un autre projet, sur des alternatives, et surtout il y a quelque chose qui moi m'énerve ou m'attriste en fonction des moments depuis longtemps, c'est quand on continue à évoquer des notions de crise alors que ça fait très longtemps qu'on en est sorti, puisque je veux dire l'économie, le partage et les montées des richesses sont énormes depuis extrêmement longtemps, y compris en France, puisque ça fait maintenant 3 ans que la France est le pays qui distribue le plus de dividendes que les autres pays européens. Voilà, sauf que est-ce que les salariés s'en rendent compte? Est-ce que les salariés se mobilisent là-dessus? Non. Je veux dire, et nous-mêmes, avons-nous réussi à en parler comme il faut? Non. Et donc, il y a une vraie problématique.
Le rapport de force, je pense que ça marche aussi de temps en temps quand on réussit à faire émerger une idée sur laquelle une majorité se met derrière, y compris quand celle-ci peut paraître utopique. Mais il faut réussir à bien la vendre. Ça suppose dans ces cas-là que ceux qui la mettent en avant soient particulièrement crédibles sur la façon dont ils la mettent en avant. Et ça, c'est compliqué. Parce que l'autre phénomène aujourd'hui, pour mettre de façon durable et élargie ce rapport de force, est aussi, il faut quand même qu'on accepte de le regarder en face, un certain discrédit par rapport au grand public de l'ensemble du monde politique et syndical. Voilà. Et donc, à un moment, ça suppose aussi qu'il faut qu'on fasse les efforts nécessaires. Je ne reviens pas sur l'unité puisque c'est juste après. Mais il y a un vrai travail à faire là-dessus, extrêmement fort, pour pouvoir mettre en face ce rapport de force. Et je voudrais que ce rapport de force, il n'est pas forcément uniquement dans le nombre de personnes qu'on peut mettre dans la rue. Ça compte, c'est extrêmement important. Mais il est aussi dans la capacité que l'on a à mobiliser d'autres phénomènes ou avoir d'autres réflexions ou à mettre, parce qu'il ne suffit pas de dire descendez. Quand des entreprises continuent à tricher éventuellement, ça veut dire qu'on est prêt à engager des procédures, y compris des procédures longues. Carl et moi, il y a une structure qui est assez connue sur Paris, sur laquelle nous n'avons cessé de faire des procédures judiciaires, à tel point que ça marche extrêmement bien, c'est que nos adversaires considèrent maintenant que nous ne faisons que de la judiciarisation. C'est faux. On ne poursuit que ceux qui trichent. Mais le problème, c'est que quand vous trichez, que vous êtes pris et que vous continuez à tricher, y compris si vous avez mobilisé des salariés devant cette entreprise qui ouvre illégalement, qui fait des choses illégales et qui continue, qu'est-ce que vous faites si vous n'allez pas en justice ? Et là, c'est quelque chose de long et de compliqué. Ok. Robert ? Je voudrais rebondir sur une formulation que je résume, hein, mais je pense qu'elle est, je la résume telle que je l'ai comprise en tout cas. Est-ce que cette question de rapport de force ne risque pas de poser a priori, ne risque pas de démobiliser finalement? Alors c'est une question qui recoupe ce que je pense tout à fait. Quand je dis, y compris certaines formulations, certaines notions qui sont des notions de gauche ancrées depuis des décennies, il faut les remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle et dire du passé faisons table rase, etc. et tous les acquis du mouvement ouvrier, du mouvement social, etc. C'est pas ça. Il n'y a pas de formulation innocente. Alors par exemple, première réflexion là-dessus, c'est que on le voit bien autour de la table, dès qu'on parle de rapport de force, on commence par lister les échecs. Alors, évidemment, c'est peut-être le moment qui veut ça, mais bon, oui, il me semble que ça démobilise d'une certaine façon. La deuxième chose, et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser nos échecs, etc., mais c'est autre chose, c'est un autre problème. La deuxième chose, revenons au concret. Je m'excuse de reprendre encore le problème du chômage. Les chômeurs et précaires, tels nous on les définit, nous sommes 6 millions. Bon. On a des objectifs. On veut contrer la réforme de Macron sur l'assurance chômage. On est minoritaire dans le salariat, on est minoritaire dans la population, etc. Donc, a priori, c'est un rapport de force qui nous est défavorable. On peut se dire, mais on ne gagnera jamais. Je pense au contraire que si on se dit qu'on est dans un mouvement de chômeurs pour gagner un certain nombre de choses, pas seulement pour se battre contre la réforme Macron,
c'est parce que on pense qu'on peut gagner. C'est même l'objectif qu'il faut se donner. On va lancer un certain nombre d'initiatives dans les jours prochains, mais qu'on a discuté, qu'on a essayé de mettre en place depuis longtemps. Un de nos objectifs, c'est de faire comprendre à l'opinion publique en général et au monde salarial en particulier que la question du chômage, ça ne concerne pas que les chômeurs. Ça concerne tous les salariés. Quand on supprime les cotisations sociales, d'abord parce qu'en dehors de la fonction publique, tous les salariés risquent d'être eux-mêmes au chômage, etc. C'est une question qu'on ne peut pas laisser aux chômeurs, à la limite, je dirais. C'est vraiment l'ensemble de la société qui est concernée, y compris parce que, on parle de cancer du chômage, parce que ça a des effets négatifs quand on parle strictement de questions politiques, etc. Moi, je ne crois pas que la question du chômage soit quelque chose d'isolé de la montée de l'extrême droite, par exemple. En tout cas en France, pour ce qui est de la France et des endroits où l'extrême droite, certains endroits où l'extrême droite monte aujourd'hui. Donc, voilà, la question, c'est aujourd'hui, c'est pas un préalable le rapport de force, parce que sinon, je dirais, on part toujours d'une situation où on est perdant. Et s'il y a des actions à mener sur la question du chômage et de la réforme que nous propose Macron, elles doivent se faire sur des objectifs qui ne sont pas seulement contre la réforme Macron, mais pour un certain nombre de choses que réclament les associations de chômeurs et, à mon avis, les salariés aussi, parce que la sécurité professionnelle telle que certains syndicats la proposent, c'est une question qui concerne l'assurance chômage, qui concerne les salariés, pas seulement les chômeurs. Donc il faut arriver à dire on se bat pour gagner, on se bat pas, quel que soit le rapport de force de départ. Moi, si on prend la question des ordonnances, on va pas dans des manifestations ou dans des grèves si on est salarié pour simplement faire une grève. On se bat pour gagner, quel que soit le sujet, même si on est minoritaire. À ce niveau-là, après, il faut se dire, il y a peut-être d'autres questions annexes, parce que tout est dans tout. Il y a la question de la détermination, il y a la question, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas seulement parce que c'est un nouveau sujet, société, des nouvelles luttes, etc. C'est aussi une question de détermination. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas que le fait que c'était une nouvelle lutte qui est insuffisamment prise en compte d'ailleurs, parce qu'effectivement, dans le mouvement social, il y a tout ce qui renvoie à la situation sociale en général, mais il y a les luttes urbaines qui vont de l'histoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au quartier de résidence forcée, je dirais. Il y a plein de choses comme ça. La question des migrants qui sont à prendre en compte et qui sont insuffisamment prises en compte. La façon dont la bataille des chômeurs, par exemple, est inaudible de la part de la grande majorité du salariat, ça me paraît être quelque chose qui devrait questionner pas seulement les organisations de chômeurs, mais aussi les syndicats. Alors, c'est pas une accusation, parce que quand je dis ça, je dis aussi que on a notre part, on n'a pas dû savoir s'exprimer, on n'a pas les moyens intellectuels, financiers, je sais pas. Par exemple, quand il y a eu la bataille des ordonnances, les organisations de chômeurs, à partir du mois de septembre, ont participé à toutes les manifestations, toutes les journées de mobilisation, etc., sans exception. Que ce soit des journées nationales ou des journées décentralisées, etc. D'abord, c'était sans que les organisations syndicales
nous y invite, sauf la CGT, qui est une organisation de chômeurs, etc. Mais globalement, on n'était pas invité à signer l'appel aux manifestations, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a la question de l'assurance chômage qui est sur la table. On se bat depuis maintenant plusieurs mois pour essayer de mettre en place quelque chose avec les syndicats. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas qu'on se retrouve seul, mais on a réussi à mettre dans le tour de table pour faire des actions. On a réussi à mettre la FSU de SNU Pôle emploi, solidaire de Pôle emploi, mais les confédés, en tant que tels, ne connaissent pas. Donc voilà, la question du rapport de force, c'est ça. Nous on sait qu'on ne va pas gagner. Hein, si les chômeurs se battent seuls contre Macron, voilà. Mais on essaye de se battre quand même pour gagner. Et pour gagner, on sait que les objectifs, c'est effectivement d'arriver à des actions sur de l'ensemble du monde du travail. Quand j'entends dire ici, autour de la table, nos organisations attendent d'avoir le texte pour se battre contre, il y a une part de vérité. Mais l'autre part de vérité, à mon sens, c'est que ils ont déjà fait l'impasse sur le fait qu'il fallait se battre pour gagner. Parce qu'effectivement, ils se disent on a déjà pris une rouste sur les ordonnances. Si maintenant on se lance sur une bataille avec l'assurance chômage où ça apparaît perdu, puisque de toute façon, il y a des négociations entre les partenaires sociaux, mais une des principales mesures qui est la suppression des cotisations sociales, elle est déjà en œuvre et remplacée par la CSG. Alors, je m'excuse, mais la bataille, effectivement, elle peut apparaître comme définitivement, comment dire, on va pas se lancer là-dedans, quoi. Bon, voilà. Peut-être qu'ils se disent, les associations de chômeurs, ils n'ont rien à perdre. Nous, organisations syndicales, si on a encore une bataille perdue, etc. Quelque part, je le comprends, mais je pense que c'est avoir une vision justement qui est pessimiste du rapport de force et de la possibilité de mener des batailles et de les gagner.